Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, merci de nous rejoindre pour le JT. Nous sommes le vendredi 13 décembre 2019. C'est parti pour le petit dernier de la semaine. Dans l'actualité ce soir, c'est l'art de gravir des sommets et des parois en haute montagne. L'Italie, la Suisse et la France ont défendu ensemble le dossier de l'alpinisme auprès de l'UNESCO. À raison, manifestement. L'alpinisme est désormais inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Une reconnaissance célébrée aujourd'hui à Chamonix. Des dizaines de bénévoles mobilisés pour que tout soit prêt demain samedi à Val d'Isère. Du 13 au 22 décembre aura lieu la 64e édition du Critérium de la première neige. Et de la neige, vous le voyez, il y en avait. Mais avant, on l'a appris dans l'après-midi, le décès de l'ancien sénateur de Haute-Savoie, Jean-Claude Carle. Il avait 71 ans. Jean-Claude Carle a exercé au Palais du Luxembourg de 1995 à 2018 sous l'étiquette UMP, puis les Républicains. 23 ans dont il nous parlait sur le plateau d'Accès Direct en juin 2018, alors qu'il allait tout juste laisser son siège à Sylviane Noël. On l'écoute. Qu'est-ce qui vous restera de ces 3 mandats depuis 95 donc Depuis 95, il me restera beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction. La plus grande satisfaction, c'est le contact que j'ai eu avec les acteurs de la vie politique, les maires, conseillers municipaux, députés, sénateurs bien sûr, conseillers généraux, conseillers régionaux, et puis aussi les acteurs de la vie économique, puisqu'avant de rentrer dans la vie politique, je suis resté 20 ans à SNR, et pour moi les contacts humains, c'est ce qui compte le plus. Ensuite, il y a bien sûr le travail parlementaire. Le rôle d'un parlementaire, député ou sénateur, c'est de faire la loi. Alors quelquefois, c'est vrai, c'est décevant, mais on a aussi des satisfactions. J'ai la satisfaction d'avoir inscrit une loi sur le libre choix de l'école qui s'inscrit dans les lois à la suite, des lois Debré, des lois Rocard. C'est une satisfaction. Et puis il y a aussi tous les travaux parlementaires, les commissions d'enquête, les missions d'information qui sont aussi, je veux dire, une fonction importante d'un parlementaire. Jean-Claude Carle avait également été conseiller général et conseiller régional. On écoute son ami Martial Sadier, député LR, que nous avons joint tout à l'heure par téléphone. Il souligne son engagement sur le thème de l'éducation. C'est quelqu'un qui, avec Michel Mélan, m'a beaucoup aidé pour faire la carrière que j'ai effectuée, que j'ai eu la chance d'effectuer. Et puis pour le pays, pendant 20 ans, au Sénat, c'était la référence sur l'éducation, la formation, l'apprentissage, la formation professionnelle. Et puis la Haute-Savoie, et notamment les lycées, les maisons familiales, lui doivent aussi beaucoup parce qu'il a été vice-président de la région en charge de l'enseignement supérieur des lycées et de l'éducation. Voilà, donc on perd un ami, en tout cas moi je perds un ami très très proche. Et puis je pense que la Haute-Savoie perd un de ses grands serviteurs. C'est quelqu'un qui était d'abord très, très avenant, très gentil, très proche de ses élus. C'est quelqu'un qui ne faisait pas d'embrouille. C'est pas quelqu'un qui était à l'origine de polémiques. Voilà, il travaillait, il s'occupait pas des autres, il travaillait. Je vous le disais en titre, l'alpinisme est entré au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'UNESCO a validé la candidature portée par la Suisse, l'Italie et la France. 8 années de travail ont été nécessaires pour faire reconnaître ces disciplines nées dans nos pays alpins au XVIIIe siècle et pratiquées aujourd'hui par plus de 100 000 passionnés. En France, le monde de l'alpinisme était réuni ce vendredi à Chamonix pour célébrer cette distinction internationale. Victoria Lopez et Colline Mollard étaient sur place. Le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO protège les monuments ou les collections d'objets, mais pas seulement. Il comprend également les traditions vivantes héritées de nos ancêtres et les connaissances et pratiques liées à la nature. Ce mercredi 11 décembre, l'organisation internationale a ainsi inscrit l'alpinisme sur sa liste. Les alpinistes, c'est un peu des zozos quand même pour beaucoup de monde. Là. C'est ces gens qui partent en montagne, en sac à dos, qui vont brasser la neige ou qui vont s'exposer. Qu'est-ce que ça veut dire après quand ils sont des problèmes, on va aller les chercher? Non, derrière cette pratique de l'alpinisme, il y a des valeurs de solidarité, de respect des populations que l'on croise, de respect des autres alpinistes. C'est des valeurs qui sont propre à l'alpinisme, mais propre à l'humanité en général. C'est des valeurs universelles et c'est ce en quoi c'est intéressant pour notre pratique, de porter ces valeurs universelles. L'idée d'inscrire cette pratique de la montagne au patrimoine mondial naît en 2011. Les maires de Courmayeur et de Chamonix lancent le projet.
Accompagné de tous les acteurs de la montagne et notamment de la communauté des guides, il travaille sur cette candidature. La Suisse voisine rejoint le projet en 2017. Il fallait surtout préparer un bon dossier de candidature. Et c'est là qu'il y a eu vraiment une cordée fantastique qui s'est mise en place, qui avait déjà commencé le travail, qu'on a rejointe. Et c'était ça, c'était faire un dossier qui convienne à tout le monde aussi, parce qu'on n'a pas tous tout à fait les mêmes vues de ce qu'on fait chez nous en montagne. Donc il fallait mettre tout ça ensemble, faire un bon dossier de candidature. Les candidatures à l'UNESCO sont amenées par les ministères nationaux. Donc ce sont les 3 ministères, avec le chef de file, le ministère de la culture française, qui ont amené ça à l'UNESCO. La communauté des guides, les clubs alpins et les autorités des 3 pays porteurs du projet ont travaillé pendant 8 ans pour aboutir à cette reconnaissance. Dans ce dossier, on présente des mesures de sauvegarde pour la pérennité de la pratique. Et ces mesures de sauvegarde, elles sont garanties par l'État qui a présenté le dossier. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce dossier. Aujourd'hui, ce n'est pas une fin d'une aventure, c'est le début d'une autre aventure qui va continuer pour que l'alpinisme vive, que les générations futures en profitent. Donc c'est le départ d'une nouvelle cordée. L'alpinisme rejoint donc l'héritage de l'humanité, au même titre que le massage thaï, la musique gnawa, héritage culturel d'Afrique noire, ou encore le chant byzantin. On a beaucoup parlé du lancement du Léman Express dans l'actualité et ça va continuer, mais il ne faudrait pas oublier en parallèle le lancement du tram. Il aura lieu demain samedi à Annemasse. Cette nouvelle ligne permettra de relier les centres-villes d'Annemasse et de Genève en 25 minutes. Les tests ont lieu depuis plusieurs jours sur la ligne 17. Jean-Paul Crespi s'est glissé dans l'une de ces rames. Reportage. Dernière ligne droite pour la ligne 17 du tram Annemasse-Genève. Après plusieurs semaines de tests et de contrôle sur sa partie française, les services techniques des TPG effectuent depuis 10 jours une marche à blanc entre la douane de Mointsula et le parc de Montessuie. Une étape importante pour les conducteurs, les mécaniciens, les régulateurs et les intervenants techniques, tous devant se coordonner pour assurer progressivement la circulation commerciale de toutes les rames de tram. On rentre dans un milieu très urbain, donc la population doit aussi s'habituer et aussi prendre, possession de ce nouveau moyen de transport qui arrive chez eux, qui est le tramway, qui sont actuellement plutôt habitués à avoir du bus. Donc il y a toute une philosophie qu'ils doivent accepter, autant l'infrastructure que le matériel. C'est vrai que cette marche à blanc, c'est aussi une façon de prendre cette période où quasiment l'infrastructure est quasiment finie, en tout cas le gros, qui permet de pouvoir former nos collaborateurs pour que ces conducteurs puissent évoluer avec des rames qui font quand même plus de 50 tonnes et 80 tonnes en pleine charge, dans un milieu où la population n'a pas encore cette habitude-là. Progressivement, sa vitesse moyenne a augmenté ainsi que son nombre de passages. En configuration commerciale, il pourra rouler jusqu'à 40 km/h avec une fréquence de 9 minutes en heure de pointe, 20 en heure creuse. Quand on met une infrastructure qui coûte quand même assez cher pour mettre le tram dans une ville comme Annemasse, Gaillard et puis Ambilly, le but c'est que la population se rend compte qu'elle devrait plutôt prendre le tram que prendre une voiture. Mais en gros, on peut compter 7 minutes en partant de Montessuie, la personne est sur le territoire suisse pour aller direction Pont-Rouge, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est aussi cet attrait et puis j'espère que c'est ce qui va faire cette force de cette ligne 17, côté français. Ces répétitions, grandeur nature, mais sans voyageurs, permettent également de simuler des conditions d'exploitation dégradées. Chute d'alimentation électrique, panne de moteur, incident de la circulation. Une marche à blanc pour garantir aux voyageurs une régularité sans faille dès la mise en service commercial des trams de la ligne 17. Et demain, Jean-Paul Crespi et Victoria Lopez seront sur place pour l'inauguration du tram. Ils vous feront vivre ça en direct sur notre page Facebook. Ce samedi marquera le lancement du 64e critérium de la première neige à Val d'Isère. Sur place, plusieurs centaines de bénévoles travaillent d'arrache-pied pour permettre à la compétition de tenir toutes ses promesses. Mais la météo pourrait encore et toujours perturber le rendez-vous. Alexandre Roux et Emmanuel Jaude sont allés affronter la neige à Val d'Isère aujourd'hui. On regarde le reportage. Du blanc et de la verticalité. Ce sont là les principaux ingrédients qui font du critérium un rendez-vous particulier. À la veille du début de la compétition, de nombreuses équipes continuent encore et toujours de préparer la piste. Un travail de fourmi et largement dépendant de la météo.
c'est pas la première fois qu'il neige à Val d'Isère. Donc on a des équipes qui sont quand même rodées à ces situations-là. On a travaillé sur des plans A, B, C. Les équipes sont prêtes. Évidemment, contre la nature, on doit respecter la nature. La phase de Bellewaerde, c'est un mythe, mais c'est aussi un mythe dans les deux sens. C'est que ça peut être assez terrible. Quand il neige avec de la tempête comme ça, on doit quand même laisser faire, attendre que ça se calme, et après on rentre avec tous les moyens qu'on peut mettre en place, les machines, les bons hommes, et puis on nettoie la piste, et après on trace et on y va. Les procédures, on les maîtrise bien quand même. Mais si les équipes sont bien rodées pour la préparation de ce 64e critérium de la première neige, il faut dire que les chutes de neige de ces dernières 24 heures, mêlées au fort vent, ne facilitent pas la préparation. Ça fait un moment qu'on travaille sur cette organisation, pas seulement d'un point de vue piste, mais aussi tout l'aspect réceptif. Et j'ai envie de dire, là, c'est la dernière ligne droite, parce que le plus important et le primordial, c'est d'avoir une piste en bonne condition pour tous nos coureurs. Donc ça va se jouer là, sur les dernières heures. On est très pointu avec tous les bulletins de météo. On essaie de croiser un maximum d'infos pour trouver les meilleures fenêtres pour arriver à travailler sur cette piste, et ensuite tout le reste suivra, parce que voilà, on est prêt en amont depuis un moment. Une vraie tradition à Val d'Isère qui profite comme chaque année de l'ampleur de la course pour lancer véritablement sa saison. Et ce, même si les conditions météo ont poussé ce vendredi les responsables de la station à fermer le reste du domaine skiable. Les 2 semaines précédentes, on était à des taux d'occupation de 40%. Là, on est presque à 60-70%, donc c'est bien. La station se remplit, les établissements travaillent. C'est bon pour ce début de saison. Quant à la compétition à proprement parler, elle débutera dès ce samedi matin avec l'épreuve de slalom. De nombreux Français sont bien évidemment attendus. On pense à Alexis Pinturo, mais également à la vieille garde composée de Julien Liseroux et de Jean-Baptiste Grange. Bien évidemment, les deux locaux de l'étape, Victor Muffat-Jandet et Clément Noël, auront à cœur de briller devant leur public. Quant aux géantistes, ils s'aligneront dès ce dimanche matin. Cela si le comité de course leur donne leur aval au préalable. 20 ans après la première mise en service de son funiculaire Arc-en-Ciel, Bourg-Saint-Maurice change définitivement d'air avec une nouvelle gare de départ et surtout de nouvelles rames. Ces rames permettront 600 000 passages par an grâce à un débit de 1500 personnes par heure. Preuve que les ascenseurs valléens peuvent être de véritables alternatives aux modes de transport plus polluants. Sébastien Germain. Entièrement électrique, doté d'une vue panoramique à 360 degrés et pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes. Les nouvelles rames du funiculaire qui relient Bourg-Saint-Maurice à la station des Arcs 1600 portent la griffe Poma, un des leaders mondiaux du transport par câble. On a la chance de maîtriser beaucoup de technologies, en particulier tout ce qui est la partie habillage, carrosserie, avec les meilleures structures, acier, etc. Enfin, on arrive à combiner finalement toutes ces technologies de haut niveau, et puis tout ce qui est aussi la partie communication avec les usagers, où est-ce que vous en êtes, etc. Enfin, ce qu'on voit d'ailleurs aussi bien dans un RER aujourd'hui, les nouveaux métros, on est vraiment dans ce mode de la mobilité. Avec ses nouveaux équipements et sa gare de départ flambant neuve inaugurée également ce vendredi matin, Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs se dote d'un véritable pôle multimodal, utilisable aussi bien en hiver qu'en été. Toute l'intermodalité que l'on peut imaginer se retrouve, les piétons, les vélos, les trains. On peut venir de Londres maintenant jusqu'aux Arcs, presque à sec, c'est-à-dire qu'on a des belles ruptures de charge bien équipées et on peut donc de la gare passer au Funi, du Funi à un bus et du bus à son lit. C'est bien sûr tout ce qu'il faut faire aujourd'hui dans le cadre un petit peu du développement durable, tout ce que l'on peut faire de mieux au point de vue énergie, émissions de CO2, etc. Ces infrastructures auront coûté au total 7,2 millions d'euros, portés par la commune et par la région. Le département, lui, espère que de plus en plus d'ascenseurs valléens comme les Arc Express voient le jour. Dans les schémas de cohérence territoriale, que ce soit en Tarentaise ou en Maurienne, nous avons des projets d'ascenseurs valléens et nous espérons qu'ils soient le plus nombreux possible parce que pour le développement durable, c'est la solution. Avec un temps de parcours de 7 minutes pour 800 mètres de dénivelé, ces nouvelles rames s'inscrivent dans une longue tradition puisque le premier téléphérique au départ de Bourg-Saint-Maurice en direction des Arcs date de 1974. Une dernière fois avant de se quitter, compte tenu des importantes chutes de neige, vous l'avez constaté dans nos différents reportages passés et en cours sur tous les massifs savoyards, l'estimation du risque d'avalanche pour la journée de demain samedi est très fort, de 4 sur 5.
Prudence donc en montagne, il est plus que recommandé de rester sur les pistes balisées. C'est la fin de ce JT, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi avec toute l'équipe de la rédaction pour Accès Direct et le JT dans nos studios. Je vous donne rendez-vous à l'heure du café. Lundi matin, nous serons en direct de la gare d'Annemasse de 7 à 8 heures avec une dizaine d'invités, des duplex depuis le Léman Express et le tram d'Annemasse. Évidemment, pour parler mobilité, tous les deux seront officiellement mis en circulation ce week-end. Si vous nous regardez en direct, tout de suite, c'est une semaine d'actu. Retour sur les sujets du JT qui ont marqué la semaine. Nos programmes se poursuivent donc sur 8 Mont Blanc et sur nos réseaux sociaux. Passez un très bon week-end plein de douceur à lundi.